Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je voudrais remercier tout d'abord la chaire et M. Tarascon pour leur invitation. Alors, on va dans un premier temps prendre quand même pas mal de champs par rapport au problème d'énergie pour y revenir plutôt sous la forme de questions. Puisque cette chaire est placée en quelque sorte sous l'égide du développement durable, je voudrais revenir sur cette notion quand même relativement floue et relativement mobile de développement durable. Nous fêterons dans un an le 25e anniversaire de la publication du rapport Brundtland, et on peut d'ores et déjà faire un bilan, en quelque sorte, de ce qui a été réalisé. C'est un peu ce que je vais faire, à la faveur d'une espèce de tour planétaire, donc je vais devoir aller assez vite, passer assez vite sur les choses. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser, et je finirai essentiellement par un certain nombre de questions, et donc évidemment des questions concernant aussi le nerf de la guerre, qu'est en matière de développement durable et plus généralement la question de l'énergie. Là, vous avez un passage du fameux rapport Brundtland. Ce qui est essentiel, c'est qu'effectivement, il y a deux choses, deux affirmations, deux objectifs qui sont au cœur de cette notion de développement durable. On va y revenir. La question de la pauvreté, plus exactement la question de la répartition de la richesse sur Terre, et puis les problèmes d'environnement global, ou les problèmes globaux d'environnement qui sont effectivement toujours à l'interface entre nos sociétés, nos techniques et plus généralement ce qu'on appelle la biosphère. Alors si on traduit les choses de façon peut-être un petit peu plus précise, on pourrait dire que cette notion de développement durable renvoie à deux objectifs relativement précis. Le premier de ces objectifs, c'était la volonté, il s'agit d'une valeur, d'une orientation que donne à l'action, la volonté de réduire les inégalités quant à la répartition de la richesse sur Terre. Je vais me livrer tout de suite un petit exercice pour vous remettre les choses en perspective. Donc c'est le premier déséquilibre qu'il convenait de réduire, et le deuxième déséquilibre qu'il convenait de réduire il y a 25 ans, c'est le déséquilibre en matière d'environnement global. Alors commençons par le premier de ces déséquilibres, le déséquilibre social en termes de répartition de la richesse sur Terre. Première chose qu'il faut avoir très précisément à l'esprit, et l'énergie est pour beaucoup, eh bien, c'est que si l'on considère les choses sur la longue durée, on a finalement des écarts de richesse entre les régions du monde, si on met entre parenthèses ce qu'on appelle les peuples premiers, qui sont assez faibles. Comme vous le voyez par exemple en l'an 2000, évidemment c'est une reconstitution entre le PIB par habitant annuel en Europe et en Asie. La fourchette est assez serrée. Si l'on se reporte au moment où Adam Smith publie son enquête sur la richesse des nations, on n'aurait trouvé aucune région, toujours encore une fois avec la même parenthèse des peuples premiers, dont le pouvoir d'achat moyen aurait été du double d'une autre région. Alors, selon certaines reconstitutions, là je m'appuie sur celle de Béroc, on peut en trouver d'autres, on trouvera des écarts peut-être un peu plus importants, mais on ne dépassera jamais le rapport de 1 à 3. Regardez déjà ce qu'il en était vers la fin du XIXe siècle. On a déjà une explosion, une différence très sensible entre le PIB moyen en Afrique et en Europe. 98, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, vous voyez que l'écart est très important. Et puis si on prend 2010, on prend le pays dont le PIB par habitant est le plus faible, de $100, et pas le pays où le PIB est le plus riche, pour tout dire, c'est Liechtenstein, mais c'est un pays qui est essentiellement composé de banquiers, donc vous comprendrez que je ne le considère pas. Mais par exemple, le Qatar, on a un ratio de 1 à 400. Alors, l'énergie est pour beaucoup dans ces écarts. Imaginez la productivité d'une heure de travail avec une hache en métal d'un côté et de l'autre une tronçonneuse, vous imaginerez bien que la productivité n'est pas du tout la même. Et nous assistons même à une sorte d'explosion des inégalités. Si je prends ces deux chiffres, 2% de la population qui posséderait
C'était au début des années 2000, mais ça n'a pas sensiblement changé, 50% de la richesse mondiale et puis 50% de la population qui se partagerait, et le mot est assez inadéquat, 1% de la richesse mondiale. Vous avez en dessous une évaluation, par exemple, pour les écarts de fortune durant les 30 dernières années aux États-Unis. C'est une simple question de fiscalité, et vous voyez dans quelle direction nous sommes allés. Donc, depuis que nous avons affiché cet objectif d'une réduction des écarts en ce qui concerne la répartition de la richesse sur Terre, eh bien, disons-le tout de go et de façon sans périphrase, ces inégalités ont très fortement augmenté. Alors, les choses sont quand même un petit peu plus complexes dans la mesure où, comme vous le savez, depuis 2005, la partie sud, entre guillemets, les pays émergents, assument un peu plus la moitié du PIB et les choses vont croissant en ce sens. On s'est enorgueilli du fait qu'en 90, c'était 46% de la population qui possédait moins d'1,25 $ par jour. On n'a plus que 27% en 2005. Certes, OK, 1,4 milliard. Maintenant, si l'on monte à un petit peu le chiffre, et si l'on veut répartir un peu la population planétaire d'une façon un petit peu carrée, on a 1,5 milliard d'habitants, dont nous faisons partie, qui ont un niveau de vie grosso modo satisfaisant, à peu près la même proportion, qui, vous le voyez, est dans des conditions d'indigence extrême, avec une vie qui n'est même pas assurée dans les jours qui viennent, et puis le gros du reste de la planète, qui ne bénéficie que de quelques dollars par jour. Nous nous trouvons ici dans une situation de répartition de la richesse qui n'a jamais existé dans aucune autre période de l'histoire, avec un aspect très nouveau qui n'existait pas non plus autrefois. Ces écarts de richesse se font en quelque sorte en toute transparence. Ce 1,4 milliard de personnes qui vit avec moins d'1,25 $ par jour, grosso modo, a au moins épisodiquement accès à certains médias et se fait une idée relativement précise, même j'imagine si elle s'entoure aussi de fantasmes, du mode de vie moyen dans les pays dits riches. Donc si je regarde le premier objectif du développement durable, eh bien en 25 ans, les choses qui étaient censées devoir être corrigées ont en fait empiré. Ça, c'est pour le premier déséquilibre. Pour le deuxième déséquilibre, on va voir que les choses ne vont pas mieux. Vous avez sous les yeux une série de figures, comme vous le remarquez systématiquement. Alors, on va commencer par la partie gauche du tableau. Vous avez tout d'abord la population mondiale. Entre 50 et 2000, on passe de 3 à 6 milliards. Nous sommes 7. Nous serons probablement, dans une trentaine d'années, 9 milliards d'êtres humains sur la Terre. C'est un des facteurs, mais ce n'est pas le seul facteur. On ne peut pas... Chaque humain sur Terre, vous venez de le voir, et justement la question de l'énergie vous permet de le comprendre, ne pèse pas du tout de la même manière. Un Américain, Nord-Américain, va peser 300 fois plus, par exemple, qu'un Africain en moyenne. Donc le facteur démographique est un facteur, mais c'est un facteur qu'il ne faut pas considérer comme un facteur absolu, mais relatif. Durant la même période, on a un quasi-décuplement du PIB mondial, et comme vous pouvez le voir, à compter des années 50 du siècle dernier, eh bien, toutes ces courbes deviennent exponentielles. Si vous regardez maintenant la partie droite du tableau, vous avez les effets en termes de flux de matière ou de dégradation des écosystèmes, des activités retracées par les autres graphes de la partie gauche. Et même chose, c'est à compter des années 50 qu'on voit croître, là aussi encore, de façon exponentielle. Un certain nombre de flux, à commencer par ceux du dioxyde de carbone, de protoxyde d'azote, de méthane, et puis, quel que soit l'indicateur écosystémique qu'on va pouvoir prendre, dégradation des écosystèmes marins, terrestres, etc., on est confronté à la même réalité d'impact croissant et avec une accélération tout à fait prodigieuse. Alors maintenant, je vais passer très vite sur l'aspect énergétique. Tout le monde connaît cette courbe. Je vais là, pour plutôt m'étendre sur le reste et revenir après sur l'énergie, je voudrais surtout faire part de choses très connues, mais qui méritent d'être rappelées. On connaissait avant la crise, depuis grosso modo le début des années 2000,
une croissance extrêmement forte de la consommation mondiale d'énergie, de 3,4. On est redescendu avec la crise. Et comme vous le savez, en 2010, finalement, on a rattrapé. Si vous faites la courbe, eh bien, finalement, vous pourrez faire une droite et on se retrouve là où elle aurait été s'il n'y avait pas eu la dépression que nous avons connue, avec une augmentation de 5% en 2010 des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc on est toujours sur la même tendance. Ça, c'est la première chose qu'il faut remarquer. La deuxième, ce sont toujours les énergies fossiles qui fournissent pour 80% l'énergie primaire qu'on consomme sur cette planète. Il faut aussi rappeler qu'à l'échelle globale, là encore, qui est toujours la première échelle de raisonnement en termes de développement durable, eh bien, les renouvelables, si on exclut la biomasse comme le bois et puis si on exclut l'hydroélectricité, c'est tout juste 2%, donc le gap est encore immense. Et autre chose qu'il faut aussi noter, deux choses qu'il faut noter de façon très importante. La première, c'est de bien rappeler que si, par exemple, l'énergie ne représente que 4% du PIB, vous retirez ces 4% et vous retirez plus de 90% des activités mondiales. Donc l'indicateur, en l'occurrence PIB ici, n'est pas un indicateur tout à fait pertinent. Autre chose aussi, on doit bien avoir à l'esprit qu'en dollars constants, tout au long du XXe siècle, en dehors des deux épisodes connus de crise géopolitique pétrolière, eh bien, on a bénéficié d'un baril de pétrole à un coût extrêmement bas qui, compte tenu de l'augmentation du PIB, finalement, a pesé de moins en moins sur la vie, et ce qui explique toute la structuration aussi bien de l'urbanisme, de l'emploi, etc. Donc là, on est sur des choses très importantes. Là, très vite, donc une estimation, mais attention, avec une année de référence, qui est l'année 2007. Évidemment, on verra tout à l'heure avec les minéraux. Si en revanche, on prend un segment d'une dizaine d'années avec le rythme de croissance qu'on connaît, la plupart de ces chiffres fondent. Je passe très vite là-dessus. C'est des choses qui sont très connues. Alors, on est en matière d'énergie face à plusieurs paradoxes. Déjà, au jour d'aujourd'hui, sur à peu près les 86 millions de barils jour que nous consommons, plus de 20 ne viennent déjà plus de pétrole conventionnel. D'une part, en 2006, l'Agence internationale de l'énergie a reconnu que nous avions atteint le pic, donc on est probablement parti pour une vingtaine d'années de plateau ondulé, comme dirait Jean Laherrère. Quid ensuite, qu'est-ce que cela signifiera? Dans un premier temps, ça signifie de toute façon que le prix ne redescendra pas beaucoup parce que ce quart, ou même plus du quart, de pétrole liquide, mais ne venant pas du pétrole conventionnel, implique un coût beaucoup plus élevé. Quel sera le taux de déplétion dans une vingtaine d'années? Nous n'en savons rien. Comment nous saurons faire face? Les choses, là aussi, sont empreintes d'incertitude. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que finalement, si l'on considère les énergies fossiles, nous sommes face au paradoxe suivant. D'un côté, nous sommes inquiets de ce qu'il adviendra après la sortie de ce plateau ondulé, mais de l'autre, par ailleurs, eh bien, nous avons finalement beaucoup plus d'énergie fossile à disposition que ce qu'on devrait consommer. Si je me fonde sur les travaux de Manshausen et de son équipe, eh bien, en 2008, on pouvait estimer à une certaine hauteur le budget de nos émissions globales, donc de la quantité d'énergie fossile que l'on pouvait consommer jusqu'à 2050, en ayant 75 cents sur 100 de ne pas dépasser à la fin de ce siècle une augmentation de la température moyenne de 2 degrés, eh bien, si l'on fait la somme de ce budget, en 2010, nous avons déjà consommé un petit peu plus du tiers de ce budget. Donc autant dire que l'atteinte de cet objectif ne sera pas une chose facile. On peut aussi l'exprimer autrement. Là, je reprends un mail d'un de mes amis, un slide d'un de mes amis, Jean Kovitsi, c'est la fameuse équation de Kaya, très rapidement, de l'économiste japonais Kaya. Très rapidement, durant le demi-siècle qui a précédé, nous avons réussi à gagner en termes d'intensité énergétique
50%, mais il faudrait, si l'on voulait tenir le pari, cette fois-ci, pouvoir accroître les choses avec un facteur 8. Vous imaginez que la chose ne sera pas simple. Donc, finalement, en termes d'énergie, nous sommes dans une situation très paradoxale. Nous avons d'un côté pas assez de fossiles, de l'autre nous en avons beaucoup trop. Nous avons en fait 6 fois plus, si l'on estime, au-delà des réserves que l'on connaît, les ressources qui pourraient être les nôtres, 6 fois plus que ce que l'on devrait émettre pour ne pas dépasser la fameuse barre des 2 degrés. On a un problème évidemment de coût. N'oubliez pas aussi qu'on a 1,8 milliard grosso modo d'habitants de cette terre qui ne disposent pas d'électricité. On a un problème de précarité énergétique qui a explosé durant la dernière décennie en Europe, c'est-à-dire des gens qui vont consommer plus de 10% ou au moins 10% de leurs revenus pour se chauffer, pour produire leur eau chaude et pour l'usage domestique de l'électricité. Donc il faudrait à la fois produire moins, plus cher pour éviter de consommer plus d'énergie carbonée, moins cher pour pouvoir étendre, et à l'échelle planétaire, et déjà dans les pays industriels, une certaine forme d'accès à l'énergie. Donc une équation effectivement très, très difficile. Et maintenant, on va s'intéresser aux ressources. Notamment, on va commencer par les ressources minérales. Donc, ces chiffres ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'effectivement, sur le front des minéraux, alors, en commençant par, et on va y revenir parce que c'est très important, tous les petits métaux précieux, semi-précieux qu'on utilise, on va le voir tout de suite, de plus en plus dans l'industrie. Là, les tensions sont très fortes. Et l'épuisement à réserve connu, attention, on peut aller au-delà avec les ressources, je vais y revenir, mais à réserve connu est à l'échéance d'une décennie, et pour le faire, on peut aller jusqu'à une échéance de 5 décennies. Là, je me fie au travail tout à fait remarquable de François Gross. Donc là, vous voyez si, par exemple, eh bien, on évalue les réserves en prenant une année de référence, là, l'année 98, vous avez le bleu clair. Si, en revanche, on évalue en prenant le taux de croissance sur une dizaine d'années, comme vous pouvez le constater, eh bien, les estimations fondent. On a un exercice, cette fois-ci, avec l'USGS, pas tout à fait équivalent, parce que cette fois-ci, c'est en prenant 2 années de référence, l'année 95, l'année 2007, mais déjà même avec 2 années à distance, on voit les réserves qui diminuent. Donc, on a tout d'abord affaire à un problème de quantité de minéraux disponibles en termes de réserves, c'est-à-dire les réserves que l'on connaît. Il est très fort probable que nous puissions en trouver, mais en creusant de façon beaucoup plus profonde, avec un coût énergétique, c'est là où on revient au nerf de la guerre, et un coût environnemental beaucoup plus fort. Et n'oubliez pas ce qu'on a dit juste avant en ce qui concerne l'énergie. Donc, autre chose extrêmement importante aussi, c'est que tout l'essor du clean tech, de ce qu'on appelle la croissance verte, etc., repose sur ces fameux petits métaux rares, tantal, indium, les 17 petits métaux des terres rares, le titane, le niobium, etc., qui sont pratiquement, pour la plupart, sous tension, difficilement substituables les uns aux autres. Et on va le voir, surtout la difficulté, c'est que, eh bien, finalement, par rapport à la gamme des métaux disponibles, nous utilisons aujourd'hui les 2/3, et c'est un usage très récent. Vous allez voir avec les graphes que je vais vous montrer, regardez les années 80, on utilise très peu de métaux. C'est à compter des années 2000, pour les secteurs industriels indiqués tout à l'heure, que l'on voit la gamme des métaux s'élargir. Alors, avec un raisonnement d'environnementaliste, c'est aussi un signal extrêmement fort. La théorie économique classique va nous dire que finalement, lorsqu'on épuise une ressource, donc une partie du capital naturel, on va substituer à la partie du capital naturel détruite une part de capital reproductible, des techniques, des artefacts. Non, les choses ne se passent pas comme ça. Lorsqu'on a épuisé une part de capital naturel, effectivement, par des techniques nouvelles, on peut épuiser, en tout cas déjà exploiter, une part de capital naturel qui n'était pas exploitable avant, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et justement, les choses deviennent plus tendues lorsqu'on commence à manger sur la gamme des substitutions possibles, et c'est une seconde difficulté qui s'ajoute à la finitude brute des ressources évoquées précédemment. Troisième difficulté en matière de métaux, c'est qu'effectivement, ils sont assez mal répartis sur Terre. Je vais vous montrer ce slide qui est assez
assez clair. Vous voyez que pratiquement pour la quasi-totalité des métaux, on a 60% de la ressource, dans certains cas 90%, qui se trouve dans 3 pays uniquement. Et en général, ce sont plutôt nos concurrents. Pour reprendre l'appellation de Goldman Sachs, BRIC, Brésil, Russie, Inde et Chine. Donc voilà très brièvement la tension sur laquelle on se trouve. Donc quand vous imaginez le raisonnement qu'on pouvait faire dans les années fin des années 80, au moment où on publie le rapport Brundtland, nous sommes allés beaucoup plus loin, en fait, dans les problèmes que l'on avait jusqu'alors remarqués. J'y reviendrai. Alors, en ce qui concerne l'eau, les choses sont évidemment beaucoup plus délicates, puisque la même molécule peut donner lieu à plusieurs usages dans la même année. Donc on ne peut pas raisonner en termes globaux de la même manière, mais en tout cas, localement, il y a des tensions qui sont des tensions très fortes. Alors pour des raisons différentes, par exemple en Australie, c'est tel ou tel aquifère qui est épuisé et l'agriculture qui fonctionne évidemment grâce à l'irrigation doit être interrompue dans des régions non négligeables. On a aussi dû au changement climatique des phénomènes de salinisation des nappes et notamment dans les grands deltas du monde. Donc là aussi, on rentre dans une période de tension relative par rapport à la ressource eau douce. Alors, comme toujours, les choses sont en général naturellement assez mal faites, et comme vous pouvez le voir, les pays qui craignent le moins, encore que là, par exemple, j'évoquais le cas de l'Ogalala, on ne le voit pas figurer sur ce graphe, parce qu'on imagine que les choses devraient intervenir un peu après. Pour le nord du bassin méditerranéen aussi, un peu plus loin dans le siècle, on devrait voir le bleu s'éclaircir notablement, voire passer au jaune. Alors, laissons tomber l'eau douce, considérons une autre ressource, une ressource qui est, je dirais, je l'ai choisie parce qu'elle est très, très symbolique, si vous voulez, finalement de la razzia qu'on a pratiquée durant le XXe siècle sur les ressources planétaires. Considérons donc les ressources halieutiques. Dans l'Atlantique nord-ouest, vous allez le voir tout à l'heure, je vais vous montrer une carte, c'est-à-dire une zone extrêmement riche sur le plan piscicole. Eh bien, les prises moyennes en moins de 25 ans sont passées de 800 à 200 grammes. On estime que la biomasse totale des poissons prédateurs, par exemple, était réduite de 80% et des espèces pêchées, évidemment plus, de 90%. Bon, tout le monde connaît le cas de la morue, mais prenons le cas des thons rouges. Chaque thon rouge est évalué à peu près, même un peu plus maintenant, 150 000 €. Et donc sachez qu'il y a plus de thon rouge dans les coffres, dans les congélateurs du Japon. Je ne sais pas quelles ont été les conséquences de Fukushima sur les congélateurs en question, mais j'imagine qu'on a dû s'arranger pour les faire fonctionner quand même, vu le coût pécuniaire de la ressource. Il y a plus de thon rouge dans ces fameux frigos qu'il n'y en a dans la totalité des mers. Alors regardez bien maintenant une évaluation au début du siècle dernier de l'abondance de poissons dans l'Atlantique Nord. Vous n'aurez pas à faire un effort remarquable de mémoire pour faire la différence avec le slide suivant. Vous allez le voir tout de suite. Là, vous avez des zones très colorées, assez larges, sur tous les plateaux continentaux. Et regardez, maintenant, vous allez voir que le contraste est quand même assez saisissant. Donc le mot de razzia n'est pas une simple métaphore. Alors, on est aussi dans une tension relative en ce qui concerne les ressources alimentaires. Alors, mon exemple est complètement idiot, puisque j'ai pris l'Inde, mais je suis allé chercher chez Lester Brown, mais c'est vrai que j'aurais dû prendre la Chine, mais je n'ai pas les chiffres pour la Chine, donc j'ai laissé l'Inde. Mais évidemment, pour des raisons religieuses, on ne va pas voir les Indiens se mettre à manger autant de viande, c'est-à-dire 80 kilos par an, que les Américains. Mais faisons un effort d'imagination, et comme je vous disais, les Chinois sont déjà sur cette pente. Si on imaginait que les Indiens consommaient ne serait-ce que la moitié de ce que consomment les Nord-Américains, eh bien, il faudrait doubler à la surface du globe, doubler les surfaces de céréales à l'échelle de la planète. On a un problème d'artificialisation. Là, je vous donne l'exemple de la France, qui n'est pourtant pas un pays, même si sur le plan démographique, c'est le plus, entre guillemets, dynamique d'Europe, mais quand même, ce n'est pas le dynamisme du Sud. Regardez déjà, en une dizaine d'années, eh bien, 17% des terres urbanisées en plus
avec une croissance de la population dans le même espace-temps de 4%. Donc la question du manque d'eau, évidemment, qui va peser sur la production agricole. On a un problème avec les sols, mais on a quand même des réserves de terre. Mais attention, si l'on prend le paramètre climatique, les choses deviennent plus complexes. Donc là aussi, on a un phénomène de tension. Regardons par exemple une estimation possible. Alors, comme toujours, quel scénario climatique a-t-on retenu? Mais quand même, c'est de loin pas marginal en termes de baisse éventuelle des rendements de maïs, de riz, de céréales. Alors, je vais finir, mais là très rapidement, sur la question des services écologiques, les ressources halieutiques étant un de ces services écologiques, mais maintenant généralisons. Depuis la publication du Millennium Ecosystem Assessment en mars 2005, on classe de la façon suivante ces services en 3 grandes catégories, donc les services de régulation, régulation du climat, fluide hydrique, contrôle de l'érosion, traitement des déchets, etc., régulation des populations pathogènes, par les temps qui courent, c'est intéressant, risques naturels avec les zones tampons que peuvent constituer les mangroves, les zones humides, etc. Donc, les services de régulation, les services de fourniture, évidemment, récolte, cheptel, pêche, on vient d'en parler, etc. Les fibres, bois de construction, bois de chauffage, coton, soie, chanvre, lin, etc. Les ressources, évidemment, génétiques, les molécules végétales pour la pharmacie, etc. Et l'eau douce. Les services culturels, donc, en ce qui nous concerne, nous autres occidentaux, c'est le service d'aménité, en quelque sorte, de la nature. Si l'on énumère tous ces grands services, on en dénombre 24. Sur 24, 15, c'est-à-dire 60%, sont déjà dégradés ou fortement dégradés, et les autres sont déjà en voie de surexploitation, donc finiront par connaître eux aussi un état de dégradation. Alors, si je veux en quelque sorte faire la somme de tout ça, eh bien, je peux dire qu'en matière d'environnement, on a affaire à 2 types de problèmes. Et c'est souvent, on qualifie très mal les problèmes d'environnement. La plupart du temps, on les qualifie en termes de, on les qualifie en termes de pollution. Or non, comme vous pouvez le voir ici, les pollutions ne constituent qu'un aspect non négligeable, mais un aspect très minoritaire dans l'ensemble des problèmes environnementaux. On a tout d'abord des problèmes de ressources, on vient de les voir. Les ressources sans lesquelles nos activités économiques ne seraient pas possibles sont quasiment toutes, même si c'est à des degrés différents, sous tension. Ça, c'est la première difficulté à laquelle nous sommes confrontés. Deuxième difficulté à laquelle nous sommes confrontés, nos activités dérégulent le système biosphère. Là, ma source est l'équipe de Rockström, avec des gens comme Crutzen, etc. Ils ont identifié 9 domaines différents: changement climatique, taux d'érosion de la biodiversité, interférence de nos activités avec les cycles de l'azote et du phosphore, donc c'est l'agriculture essentiellement, la déplétion de l'ozone stratosphérique, l'acidification des océans, l'usage de l'eau douce et celui des sols. Alors, effectivement, la quantité et la qualité de la pollution chimique et l'impact des aérosols atmosphériques. Donc, 9 domaines par rapport auxquels ils ont cherché à établir des seuils de dangerosité. Et si l'on suit les travaux de cette équipe, eh bien, nous aurions déjà franchi un seuil de dangerosité pour les 3 premiers de la liste sous vos yeux. Alors, considérons par exemple, eh bien, effectivement, la question de l'acidité des océans, ce qui est quand même une question fondamentale. Le taux d'acidité a déjà cru de 30%, et selon cette étude, évidemment appuyée sur d'autres, si nous dépassons la barre des 430 ppm en termes de CO2, je vous rappelle qu'on est un peu plus de 390, on devrait atteindre un seuil dangereux d'acidification des océans. En termes de climat, là c'est l'équipe d'Hansen qui fait aussi partie du groupe en question, nous n'aurions pas dû dépasser les 350 ppm si l'on se réfère au paléoclimat et au Pléistocène, où avec 350 ppm sur la longue durée, on atteint une température moyenne supérieure de 3 degrés à ce qu'elle avait été au début du XXe siècle. Alors, quelles ont été les réponses? Quel a été le cœur, je dirais même, de la réponse en termes de développement durable à ces difficultés qui ne connaissaient pas la gravité qu'elles connaissent il y a 25 ans? En fait, on a en quelque sorte mis tous nos œufs dans un seul panier, et le panier en question aura été la stratégie du découplage. C'est-à-dire qu'on a cherché, grâce au progrès technologique, on a cherché à produire plus
toujours plus, mais avec une consommation sous-jacente de ressources moindre, censée diminuer. Or, on sait faire à une échelle relative, par exemple pour telle ou telle unité qu'on va produire, on sait réaliser ce découplage, mais manifestement, on ne parvient pas à le faire de façon globale. Si je prends par exemple la consommation d'énergie, entre le début des années 70 et puis 2009, eh bien, effectivement, par point de PIB, on consomme 30% d'énergie en moins. Mais pourtant, dans la même période de temps, nos émissions en termes de CO2 ont cru de 80%. Et finalement, quel que soit le paramètre que je vais considérer, je vais être confronté à la même difficulté. Alors, je vais revenir et essayer d'indiquer la raison pour laquelle. Mais les moyens sur lesquels on aurait pu compter, parce qu'on les a développés que franchement à une échelle extrêmement réduite, ce sont deux stratégies de dématérialisation. L'une, on appelait ça autrefois l'écologie industrielle, je préfère quant à moi parler d'économie circulaire. En fait, c'est simplement la stratégie des 3 R, on devrait dire plutôt des 4, parce qu'il s'agit de réduire, il s'agit de réutiliser ou de remanufacturer, et in fine de recycler. Alors, on peut le faire à l'échelle d'une symbiose industrielle, d'un écoparc, on peut le faire à l'échelle de flux, même pourquoi pas à l'échelle planétaire, si ce n'était les problèmes d'énergie sous-jacents, mais on va en voir tout à l'heure la limite. L'autre stratégie possible de dématérialisation, qui n'exclut pas la première, je dirais qu'au contraire, à la limite, elle vient se surajouter un peu comme des poupées russes. On peut commencer par la production propre, on a ensuite, après l'éco-conception, on aura après effectivement l'écologie industrielle, ensuite on a l'économie circulaire, et puis in fine, on pourrait avoir, qui comporte elle aussi deux niveaux, l'économie de fonctionnalité. Là, c'est assez intéressant, le modèle est en apparence assez simple. Il s'agit de substituer à la vente d'un bien la vente de l'usage de ce bien. Alors, imaginez un manufacturier de pneus, Michelin. L'objectif économique de Michelin, c'est de produire de plus en plus de pneus pour augmenter son chiffre d'affaires. Donc, ça paraît la contradiction avec le développement durable, si l'on entend par là la réduction des flux sous-jacents, paraît frontale. Mais en revanche, si Michelin, ce qu'il fait pour les flottes de camions, se met non plus à vendre ses pneus, mais l'usage de ses pneus, eh bien, effectivement, et on a pu le montrer dans le cadre du Grenelle, par exemple, eh bien, effectivement, si vous comparez deux flottes de camions, une flotte où le propriétaire de la flotte va payer le service pneumatique au kilomètre, eh bien, effectivement, on va user moins de pneus. Tout simplement parce qu'on va systématiser les visites, on ne va pas rater la fenêtre où on peut recreuser, rechapper, etc. Et de façon plus globale, imaginez des pneus qui durent sensiblement plus longtemps, ce n'est pas facile pour le manufacturier, le coût d'accès au marché serait beaucoup plus élevé, et puis s'il attenait un progrès très conséquent, ça pourrait même être aussi problématique pour son système. En revanche, s'il ne vend plus ses pneus, mais s'il vend le service kilométrique, finalement, plus les pneus durent, et plus son chiffre d'affaires augmente. Donc avec cette stratégie-là, vous avez un recouvrement entre l'intérêt économique d'un côté et les contraintes écologiques de l'autre, ce que vous n'avez pas dans les autres stratégies ou plus faiblement. Alors, pourquoi tout ça ne marche pas? Eh bien, on va simplement prendre le cas du recyclage pour le faire comprendre. Et là, je m'appuie sur les travaux de François Gross, qui fait partie de la direction. J'ai encore 2 minutes. 10 minutes. Alors, je vais partir des travaux de François Gross sur la question du recyclage. Prenons effectivement le cas de l'acier. Eh bien, de 1998 à 2008, on a un taux d'augmentation de la production mondiale d'acier de 3,5%. Imaginons, dit-il, qu'on parvienne, et c'est le taux maximal auquel on pourrait parvenir, imaginons qu'on parvienne à un taux de recyclage de 62% et à l'échelle mondiale, ce qui serait gigantesque. Eh bien, sans le recyclage, avec les réserves, j'insiste, je ne parle pas de ressources, je parle toujours des réserves, avec les réserves de minerais de fer, eh bien, on a à peu près un peu moins de 5 décennies devant nous. Maintenant, avec ce taux de recyclage, on ne ferait jamais que différer l'échéance de l'épuisement des réserves connues de 12 ans. Si vous faites l'exercice sur l'aluminium, c'est encore pire. C'est une dizaine d'années seulement. En d'autres termes,
soit vous faites repasser l'augmentation de la production mondiale annuelle d'acier vers la barre des 1%, et là, vous récupérez effectivement une marge de manœuvre énorme, c'est-à-dire vous passez des 12 ans de tout à l'heure à 350 ans. Mais si vous ne le faites pas, il n'y a pas de solution. Alors, en d'autres termes, toutes les stratégies de dématérialisation qu'on a pu mettre en place, finalement, ne répondent pas aux problèmes essentiels auxquels le progrès technique ne répond pas. En fait, c'est probablement lui qui le rend possible, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'effet rebond. De façon plus générale, imaginons on peut ramener à 3 possibilités les gains du progrès technique en termes économiques. Le premier, c'est effectivement de permettre de mettre sur le marché des biens et des services qui existent, mais avec une consommation de ressources sous-jacentes moindre. Des gains de productivité tout à fait classiques. Vous savez très bien ce qui se passe dans ce cas-là, et le premier économiste à l'avoir mis en lumière, c'est au XIXe siècle, Jevons. Eh bien, tout simplement, puisque vous faites baisser le coût d'accès au marché des biens en question, vous voyez la demande de ces biens s'envoler. Donc, ce qu'on récupère, ce qu'on gagne, en réduisant à chaque unité la consommation de ressources par unité produite, on le perd du fait de l'augmentation du nombre d'unités que l'on va vendre. La deuxième possibilité offerte par le progrès technique est de permettre de mettre sur le marché des biens et des services qui n'existaient pas. Et par là même, bien, vous créez des occasions de flux de matière et de flux d'énergie inexistants, additionnels, qui vont accroître la consommation de ressources à l'échelle globale. Troisième possibilité, c'est la possibilité de remédiation des difficultés précisément occasionnées au système biosphère. Donc là, bon, plus tard, on aura le captage, stockage du carbone, etc. Alors, il n'est pas évident non plus que ça ne suscite pas une autre forme d'effet rebond. Et puis, si vous le prenez très au sérieux, je vois dans la littérature, on peut voir dans certains cas qu'effectivement, certains vont traduire ça comme il n'y a pas de problème, par exemple, de climat. Et puis on sait, si vous regardez de côté de la géo-ingénierie, les choses ne seraient pas évidentes. En tout cas, il conviendrait d'agir en la matière avec une certaine prudence et une grande difficulté à l'échelle internationale, puisque là, on agirait sur le système biosphère. Donc, si je considère effectivement la question de l'effet rebond, je m'aperçois que les gains qu'apporte le progrès technologique, qui peuvent être substantiels, sont quasi systématiquement récupérés par l'emballement de la demande. Ça, c'est la première difficulté, c'est une difficulté énorme. Autre difficulté, on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, maintenant, dans certains domaines, on commence à atteindre une part du capital naturel que l'on exploite extrêmement importante, avec des problèmes de substitution possibles. Alors, laquelle substitution elle-même peut poser toutes sortes de problèmes. Je ne vais pas les décliner ici, c'est assez complexe. Mais pour dire les choses de façon relativement simple et un petit peu carrée, il est clair qu'avec les défis qui sont devant nous, on ne peut pas se passer de progrès technologique. Ne me faites surtout pas dire ça, ça serait stupide. Mais en revanche, il est aussi stupide de croire que l'on fait face aux défis présents et à venir avec seulement du progrès technologique. Les 25 années écoulées, mais évidemment je peux aller au-delà, nous montrent que nous n'y sommes pas parvenus. Et le petit raisonnement fait tout à l'heure sur les gains occasionnés par le progrès nous montre qu'on a probablement affaire à une difficulté de principe et non pas une simple difficulté empirique. En d'autres termes, on a besoin d'adjoindre à l'innovation technologique, extrêmement importante pour faire vivre 9 milliards sur cette planète, une innovation institutionnelle, une régulation qui pourrait faire, dans un cadre démocratique, et progressivement, et pour des raisons diverses, baisser, au moins dans les pays les plus riches, et pour les parts de la population les plus riches dans les pays pauvres, faire baisser cette fameuse demande. Vous imaginez que le défi est extrêmement élevé et extrêmement périlleux. Je vous remercie pour votre attention.